Et si la plus grande punition pour un homme sans cœur, c'était de finir par tout ressentir? Cette vidéo est pour toutes celles qu'on a brisées en leur faisant croire que c'était de leur faute. Bienvenue sur les histoires africaines d'Awa. Ici, chaque histoire a une âme et chaque destin est une leçon. Ne restez pas de simples spectateurs, rejoignez la famille d'Awa en vous abonnant maintenant. La nuit où Kevin Adansi vint au monde, le fleuve Mono déborda sans raison. Pas de pluie, pas d'orage. Simplement l'eau monta, lente, décidée. Comme si quelque chose en dessous poussait vers la surface. Et les vieilles femmes du quartier Zogbo se regardèrent avec des yeux qui savaient déjà. Quand le fleuve monte sans ciel qui pleure, murmura la doyenne Agbassi en serrant son pagne autour de ses épaules, c'est que les eaux ont envoyé quelqu'un. On ne sut jamais si elle voulait dire un messager ou un châtiment. La mère de Kevin, Rosalie, était une femme ordinaire, vendeuse de beignets au carrefour de l'avenue Steinmetz à Cotonou, main calleuse et rire franc. Son enfant naquit à minuit précis et la sage-femme recula d'un pas en voyant ce visage. Pas par horreur, par stupeur. Il était beau, d'une beauté qui n'avait rien à faire dans une maternité de quartier, des traits sculptés avec une précision que les dieux réservent aux statues, pas aux hommes. Une peau cuivrée qui semblait boire la lumière et la rendre transformée. Des yeux en amande d'un brun profond, presque violet sous certains angles, qui regardaient le plafond avec une fixité qui troublait. « Il ne pleure pas, dit la sage-femme. « Il observe, répondit Agbassi depuis le couloir. Rosalie prit son fils contre son cœur et sentit quelque chose d'étrange dans ses bras, comme si l'enfant était là et ailleurs à la fois, présent dans son corps, mais l'esprit déjà tourné vers quelque chose que les vivants ordinaires ne pouvaient pas voir. Elle l'aima quand même. Les mères aiment même ce qu'elles ne comprennent pas. À 23 ans, Kevin Adansi avait perfectionné ce que d'autres appelaient, faute de mieux, le regard. Ce n'était pas une technique qu'il avait apprise, c'était quelque chose qu'il avait découvert à 14 ans, quand la femme du directeur d'école lui avait glissé 100 000 francs dans la paume simplement parce qu'il avait posé ses yeux sur elle au marché d'Antokpa. Il avait regardé l'argent, puis il avait regardé ses propres mains, et compris. Le don n'était pas gratuit, mais l'argent, lui, le serait. À Cotonou, il évoluait comme l'eau, prenant la forme du récipient qu'il accueillait. Avec les femmes du plateau, il parlait littérature et ambition. Avec les commerçantes de Djonké, il était le fils respectueux qui cherche une mère de cœur. Avec les expatriés du quartier des ambassades, il devenait l'Africain mystérieux et cultivé qui leur donnait l'impression de comprendre un continent. Il ne se souvenait pas de leurs prénoms au-delà du temps nécessaire. Marianne, fonctionnaire au ministère, la quarantaine, yeux tristes d'une femme que son mari avait cessé de voir. Kevin lui avait offert 2 mois de regard total, de présence absolue. Il avait appris ses douleurs, comme on apprend une carte avant de la brûler. Quand il disparut avec ses économies, 3 200 000 francs CFA et les boucles d'oreilles en or de sa mère, elle ne porta pas plainte. Elle avait honte d'avoir cru. Adjoavi, étudiante en droit, brillante, fille d'un pasteur, Kevin avait mis 6 semaines à démolir sa foi en elle-même, 7 jours à vider son compte épargne et 1 nuit à partir sans laisser de mots. Elle rata ses examens, se mit à boire du sodabi dans les heures creuses. Son père priait en ne comprenant pas ce qui était entré dans sa maison et en était ressorti avec l'âme de sa fille. Nadia, togolaise, venue à Cotonou pour son commerce de tissus, forte femme, main qui n'avait jamais tremblé, Kevin y avait vu un défi. Il mit 3 mois. Quand il en eut terminé avec elle, ses mains-là tremblaient pour allumer une bougie. Il collectionnait des brisures comme d'autres collectionnent des trophées. La nuit, dans son appartement de Kadjehoun, beau quartier, loyer payé par les unes et les autres, il ne ressentait rien. Pas de fierté. Pas de honte. Un vide confortable, comme l'espace entre 2 vagues.
C'était cela, le signe que les vieilles femmes du Mono avaient lu dans l'eau cette nuit de naissance. Il n'avait pas été envoyé pour ressentir. Il avait été envoyé pour prendre. Elle s'appelait Céleste Dossou, et elle aurait dû être hors de sa portée. Pas parce qu'elle était riche, elle ne l'était pas. Pas parce qu'elle était méfiante, elle était au contraire d'une ouverture désarmante, celle des personnes qui n'ont jamais été frappées et ne savent pas se tenir courbées. Mais parce qu'il y avait autour d'elle quelque chose que Kevin percevait sans pouvoir le nommer. Une qualité d'air différente, comme près d'un point d'eau béni. Il la croisa un dimanche matin au marché Saint-Michel. Elle vendait des plantes médicinales héritées de sa grand-mère, herboriste réputée de Ouida. Ses mains couraient sur les feuilles avec une tendresse qu'on met d'habitude pour les visages aimés. Kevin s'approcha, fit le regard. Céleste leva les yeux vers lui et ne rougit pas, ne détourna pas la tête, le regarda comme on regarde un arbre ou un nuage, avec intérêt, sans trouble. « Tu cherches quelque chose de particulier ?» demanda-t-elle. Il ne sut pas quoi répondre. Pour la première fois depuis des années, le regard n'avait pas fonctionné immédiatement. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était pire, c'était de la lucidité. Elle le voyait lui, pas le masque, et continuait à lui sourire quand même, avec la tranquillité de quelqu'un qui n'a rien à perdre parce qu'il n'a jamais confondu ce qu'il possède avec ce qu'il vaut. Il aurait dû partir. Il ne le fit pas. Pendant 2 mois, Kevin Adansi fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il essaya vraiment. Pas le masque, pas la technique. Lui. Parce que Céleste ne répondait pas au masque et qu'il commençait, sans le comprendre, à vouloir être réel pour une fois. Et dans cet espace étrange, lui qui essayait d'être humain, elle qui le regardait essayer, quelque chose se passa que les esprits du fleuve observèrent avec une attention particulière. Il la fit tomber amoureuse. Puis, un mercredi ordinaire, quand elle lui proposa d'aller rencontrer sa grand-mère à Ouida, la vieille herboriste qui voulait voir le visage de l'homme dans les yeux de sa petite-fille, Kevin eut un de ses calculs froids habituels. La grand-mère est vieille, elle a sûrement des économies, une maison, des bijoux d'époque. Il y alla. La vieille femme de Ouida avait des yeux que le temps avait rendus presque blancs, mais qui voyaient autrement. Elle regarda Kevin, longuement, sans dire un mot, et ses lèvres bougèrent en silence. Il crut qu'elle priait. Elle comptait. Elle comptait les femmes dans ses yeux. Il ne vit pas. Il souriait déjà, calculait déjà, avait déjà dans sa tête la liste de ce qu'il allait prendre. 3 semaines plus tard, Céleste se retrouva seule, compte vidé, dignité piétinée. Et sa grand-mère, qui avait tout vu, tout su et n'avait pas pu arrêter la catastrophe à temps, posa ses paumes sur le sol de sa cour et parla au fleuve. En langage fond, ancien, celui des commencements. L'eau cette nuit-là monta encore. Les esprits du fleuve ne sont pas des créatures de colère. C'est là leur terreur. Ils sont patients. Ils n'avaient pas réagi pour Marianne, ni pour Adjoavi, ni pour Nadia. Chaque brisure humaine leur parvenait comme une onde. Ils la sentaient, la notaient, la gardaient dans la mémoire froide de l'eau. Mais les humains se brisent et se réparent, et les esprits n'interviennent pas dans chaque histoire ordinaire d'un cœur mal aimé. Ce qui fit se lever, ce fut Céleste. Et ce ne fut pas sa souffrance à elle seule. Ce fut la façon dont Kevin était entré dans le réseau du sacré sans le savoir, sans le respecter, sans même comprendre qu'il existait. La grand-mère de Ouida avait pendant 60 ans gardé un lien avec les eaux, offert des libations, honoré les accords, maintenu un équilibre fragile entre le monde des vivants et celui d'en dessous. Kevin avait traversé cette maison comme un vent sale traverse un temple. Il avait ri en partant de la naïveté des 2 femmes. Ce rire-là, les esprits l'entendirent, et ils décidèrent de répondre. Ce fut d'abord les cheveux. Kevin avait 31 ans quand il remarqua la première mèche blanche. Il haussa les épaules, un peu de stress peut-être, et continua. À 32 ans, ses tempes étaient entièrement blanches. À 32 ans et demi, la moitié de sa chevelure avait abandonné sa couleur, comme si la nuit se retirait de lui progressivement, laissant place à une lumière froide et sans âge. Les femmes qui l'approchaient désormais ne voyaient plus la beauté en premier. Elles voyaient quelque chose d'inquiétant,
un homme jeune au visage de vieux ou un vieux avec un corps qui n'avait pas encore capitulé. Il y avait dans cet entre-deux quelque chose qui troublait, qui repoussait sans qu'on sache exactement pourquoi. Ces conquêtes se firent plus rares, plus difficiles. Puis vinrent les mains. Il se réveilla un matin avec les paumes qui brûlaient, une douleur sèche, localisée, comme si on lui avait pressé des braises dans les lignes de vie. Il alla voir un médecin au CNHU. Les analyses ne montraient rien. Le médecin parla de neuropathie idiopathique, forma ses lèvres autour de mots latins qui ne signifiaient qu'une chose. Nous ne savons pas. Kevin sut, lui. La brûlure dans ses mains, c'était Marianne qui avait pleuré sans bruit pendant des nuits, les poings fermés sur sa couverture. C'était Adjoavi qui avait serré son verre de soda-bi jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. C'était Nadia dont les mains tremblaient. Il ne l'aurait pas formulé ainsi. Il n'avait pas le vocabulaire de la rédemption, seulement celui de la transaction. Mais son corps, lui, commençait à tenir les comptes. Les visions commencèrent à la 3e saison. Pas des hallucinations franches, pas des monstres ou des flammes, pire, des visages. Dans les miroirs d'abord, puis sur les écrans de téléphone éteints, puis dans l'eau d'un verre posé sur la table. Des visages de femmes qu'il avait brisés, qui le regardaient, pas avec haine, ce qui aurait été supportable, avec cette expression précise et atroce de quelqu'un qui reconnaît enfin ce qui lui a été fait et qui attend simplement qu'on le reconnaisse aussi. Kevin commença à éviter les miroirs, puis il commença à éviter les vitres des boutiques, puis l'eau dans les verres. Il buvait à la bouteille directement, tête rejetée en arrière pour ne pas voir sa surface. Les gens du quartier Kadjehoun le voyaient marcher de plus en plus vite, yeux baissés, cheveux entièrement blancs désormais. Cette démarche qu'on a quand on fuit quelque chose qui est en soi. Ses amis d'avant, ceux qui l'impressionnaient avec ses histoires de femmes conquises et d'argent facile, prirent de la distance. Il n'était plus drôle, il n'était plus beau de cette façon qui intimidait. Il était étrange, et les gens se méfient de l'étrange comme de la maladie. Son appartement de Kadjehoun, il perdit le loyer. S'installa dans une chambre à Akpakpa, côté fleuve, humide, aux murs qui suintaient dans la saison des pluies. Ses tentatives de reprendre ses habitudes échouaient l'une après l'autre. Les femmes qui l'approchaient sentaient quelque chose de cassé en lui, une vibration fausse, et s'éloignaient avec l'instinct des êtres qui ont appris à lire les signes. Il essaya de travailler, se découvrit incapable de concentration. Les chiffres se mélangeaient, les phrases se disloquaient. Sa mémoire, jadis précise comme un instrument, elle qui retenait les préférences, les peurs, les failles de chaque victime, commença à trouer. Il oubliait les noms, puis les visages, puis certaines années entières de sa vie. Il ne se souvenait plus du visage de sa mère. Cette nuit-là, il pleura pour la première fois depuis l'enfance. Des larmes qui brûlaient différemment des autres, pas de tristesse ordinaire, mais de pure douleur. Comme si chaque larme rapportait quelque chose qu'il avait volé et que son corps rendait à la terre. Il avait 36 ans quand personne ne se retourna plus sur son passage. C'est cela, la conclusion que les esprits du fleuve avaient choisie. Pas la mort spectaculaire, pas le châtiment public, juste l'invisibilité. Lui qui avait fait de sa beauté une arme, de son charisme un outil de destruction, réduit à ce que les autres laissent derrière eux sans le remarquer. Une silhouette penchée, un homme aux cheveux blancs qui a l'air d'avoir 100 ans dans un corps de 36, qui parle parfois seul à voix basse dans la langue des enfants, comme si une partie de lui cherchait à revenir à avant. À cette nuit de naissance, à ce premier regard, à l'instant juste avant que le don devienne une arme. On le vit parfois au bord d'une eau couée, accroupi, les mains dans l'eau. Les pêcheurs qui passaient changeaient de rive sans savoir pourquoi. L'eau, elle, ne le repoussait pas. Elle le laissait toucher sa surface, froide, patiente, sans mémoire apparente. Mais ceux qui regardaient de loin juraient avoir vu parfois le reflet dans l'eau ne pas correspondre à la posture de l'homme, comme si l'eau montrait autre chose, comme si elle gardait encore, quelque part dans ses couches profondes, l'image de ce qu'il avait été et de ce qu'il avait fait, pour que rien ne soit perdu, pour que rien ne soit pardonné par oubli. Rosalie, sa mère, mourut sans le revoir. On dit qu'elle avait demandé à ses voisines de ne pas le chercher pour les funérailles. « Mon fils, aurait-elle dit avec la fatigue tranquille de ceux qui ont longtemps prié sans réponse,
Mon fils est parti depuis longtemps. Ce qui marche encore avec son visage n'est plus lui. La doyenne Agbassi vécut assez longtemps pour apprendre l'histoire de Kevin à Dancy. Elle ne dit pas « je vous l'avais dit », parce que les vrais prophètes ne cherchent pas de crédit dans les ruines. Elle dit simplement à ses petites filles rassemblées autour d'elle un soir de saison sèche, alors que le vent du nord apportait la poussière rouge du Sahel jusqu'aux rues de Cotonou, « La beauté que le ciel vous donne n'est pas à vous, elle est en prêt. Et les dieux prêtent avec intérêt. » Elle se tut. Le feu craqua. « Si vous utilisez le don pour prendre, continua-t-elle après un silence qui avait le poids de l'eau, le don prend en retour, et il prend tout. Il prend jusqu'à la dernière chose, jusqu'au souvenir d'avoir été entier. » Une petite fille demanda si Kevin était encore en vie. La vieille Agbassi regarda le fleuve au loin. On ne le voyait pas de là, mais on sentait sa présence dans l'air, cette humidité particulière qui colle à la peau même dans la chaleur. « Il respire, dit-elle simplement, mais vivre, c'est autre chose. » Ce conte est dédié à toutes celles dont les noms ont été oubliés par ceux qui les ont traversés, comme le vent traverse une maison ouverte. Le fleuve, lui, se souvient de tout. D'après la tradition orale du Bénin côtier.